Tout d'abord, merci à nos sponsors, donc Ypon, Alterway et Smile. Donc, on va commencer par ma présentation. Donc, moi, c'est Emmanuel Payette. Je travaille dans l'informatique depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé en tant que développeur Java. Ensuite, j'ai été tech lead. J'ai aussi été un peu dev full stack. Et au bout d'un moment, je suis devenu la personne qui se débrouille pour que ça se déploie, que le développeur soit content. Et donc, la suite de ça, c'est DevOps Engineer. En tout cas, dans mon parcours. Et en vrac, je suis fan d'Excalibur, donc vous allez voir tous les schémas que vous allez voir, c'est fait avec cet outil. J'aime beaucoup les karaokés, comme le savent certains de mes collègues. J'aime beaucoup la stout et j'essaie de faire un potager. Ok, donc comment est-ce que j'ai découvert Rancher? Donc j'avais un client qui qu'on va appeler Patator pour garder son anonymat. Patator travaille dans le domaine scientifique. Une bonne partie de ses clients tiennent très très fort à leur secret industriel, à un point où l'accès à Internet c'est proscrit, le cloud on n'en parle pas, tout est on-premise et tout tourne sur VMware et ESXi. Donc c'est un, pour ceux qui savent pas ce que c'est un hyperviseur pour faire tourner des machines virtuelles sur des grosses machines. Mais il voudrait quand même se garder la possibilité d'avoir du cloud pour les démos. Voilà, pour pouvoir facilement donner accès à leur plateforme à des clients qui veulent un petit peu éprouver l'outil. Donc l'application est assez ambitieuse, avec potentiellement plus d'une centaine de développeurs à travers le monde qui vont travailler sur cet outil-là, donc à base de microservices, avec peu de connaissances de Kubernetes au départ, en tout cas des connaissances qui sont très hétérogènes, on va dire, et pas beaucoup de sachants sur Kubernetes. Et il faut pouvoir fournir à ces équipes des clusters Kubernetes à la demande, étant donné que une centaine de développeurs ils vont pas travailler à la même vitesse, ils vont pas avoir les mêmes besoins au même moment. Donc, quand on prend tout ça en compte, pour pour pouvoir faire ces clusters à la demande, il faut qu'il y ait une gestion des droits qui soit centralisée, parce qu'on va avoir des centaines de gens qui vont avoir besoin d'accéder à des clusters, donc on va pouvoir suivre à un seul endroit qui a accès à quoi. Surtout, je vous l'ai dit, au niveau du domaine dans lequel on travaille, on a quand même besoin de savoir ce qui se passe et où. Une gestion centralisée des clusters. On aimerait éviter d'avoir un fichier Excel avec des IP et puis des mots de passe. Euh, des équipes qui ont une maturité faible de Kubernetes. Donc, si on pouvait avoir quelque chose d'un peu sympa graphiquement et puis des choses qu'on peut faire depuis une interface, ça serait quand même chouette. Et puis, on veut pouvoir faire du Kubernetes on-premise. Pour ceux qui se sont déjà amusés à provisionner un cluster Kubernetes lui-même avec du KubeADM ou autre, savent que c'est pas trivial de faire quelque chose qui tient à travers le temps, euh, qui va qui va continuer à fonctionner après 3 mois quoi. Donc c'est comme ça, en voyant ces différents critères, que je suis tombé sur Rancher, dont je vais vous parler un petit peu. Donc Rancher déjà, en premier lieu, c'est une plateforme qui centralise la gestion d'un ensemble de clusters Kubernetes, et donc ça répond pas mal à ces besoins-là. Donc on va un peu détailler dans la suite. Donc avant tout, Rancher, c'est totalement open source. C'est pas du open core comme il y a dans certains outils. Tout est open source. Il y a pas de composants qui sont payants et d'autres pas, etc. Tout est gratuit. Leur modèle économique, c'est du support professionnel, qui apparemment coûte assez cher, mais quand on arrive à là, c'est que de toute façon, on peut se le permettre. Donc il n'y a pas de mode SaaS, c'est un choix assumé de la part de Rancher. On trouvera pas sur AWS ou sur GCP un mode SaaS supporté par Rancher. Voilà, donc on installe soi-même. Et les déploiements, il y a plein de manières différentes de déployer Rancher. Ça peut très bien aller d'un Docker run. On peut aussi passer par Terraform pour provisionner ses EC2, etc. sur AWS ou GCP ou autre. Et puis également, ça peut être directement dans Kubernetes avec un chart Helm, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et sinon, donc je vous ai dit, le support professionnel est payant, mais il y a un Slack qui est gratuit et qui est plutôt actif. Donc là, quand j'ai regardé il y a quelques jours, il y avait 32 800 utilisateurs sur le Slack. Donc il y a quand même une certaine communauté, quoi. Ok, donc euh,
un élément super important si on veut pouvoir centraliser la gestion de ces clusters Kubernetes. Donc un cluster Kubernetes, c'est voilà, enfin je pense que vous avez voilà, juste un cluster Kubernetes. Donc la gestion des clusters Kubernetes, euh, pour la gestion des droits, ce qu'on fait, c'est que au lieu de se connecter directement sur les clusters Kubernetes, on va passer par Rancher, qui va avoir un rôle de proxy. C'est-à-dire que on va utiliser kubectl, on va se connecter avec Rancher, c'est une API qui est 100% compatible avec Kubernetes, donc c'est pas, il n'y a pas besoin de mettre de plugin à kubectl, etc. C'est juste un kubectl avec un fichier de configuration de Kubernetes. Et après, ce que va faire Rancher, c'est que en fonction des droits qui auront été définis dans un service d'authentification, il en supporte une dizaine. On passera dessus, mais il y a Keycloak, il y a Azure, il y a Google, il y a GitHub, il y en a pléthore. Donc, dans un contexte d'une entreprise, normalement, on trouve ce qu'on veut dedans. Même ça fonctionne, ça supporte aussi Active Directory, évidemment. Ce que va faire Rancher, c'est qu'il va injecter un service account, un compte de service. C'est un concept dans Kubernetes qui va, c'est un objet, c'est un espèce de compte technique sur lequel on va attacher des droits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce mode de fonctionnement fait que on a une gestion des droits qui est centralisée, mais sans changer le comportement d'authentification du cluster Kubernetes. Ça veut dire qu'on rajoute un fonctionnement sans enlever celui qui existe déjà. Ce que ça veut dire, c'est que si vous testez Rancher et que ça vous plaît pas, ou vous êtes pas retrouvé dans une situation de vendor lock-in. Voilà, vous avez pu tester l'outil, si ça vaut pas, vous l'enlevez et puis vous vous connectez tout comme avant au cluster, comme avant. Voilà. Ça va, c'est à peu près clair pour le moment? Ok, cool. Donc là, c'était la gestion des droits. Et en fait, si je rentre un peu plus dans le détail, cette gestion des droits est faite par projet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Kubernetes, on regroupe les ressources de Kubernetes dans un espace logique qui s'appelle un namespace, dans lequel on va déployer, on va mettre dedans les différentes ce qui va constituer notre application. Donc, on va mettre dedans comment est-ce qu'on veut le déployer à l'extérieur, quel conteneur on veut exécuter, la quantité de CPU et de mémoire dont il a accès, etc. Tout ça, ça va se déployer dans un namespace. Ce que va rajouter Rancher là-dessus, c'est la notion de projet. Un projet va se comporter un peu comme au niveau de ce qu'on pourra y faire, ça va être un peu le même concept qu'un namespace, mais pour un groupement de namespace. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, on va pouvoir définir des limites CPU et mémoire au niveau d'un ensemble de namespace et non pas un seul namespace. Et pareil au niveau de la gestion des droits. C'est assez pratique parce qu'en fait, quand on va avoir une application qui commence à devenir complexe, on va probablement avoir besoin d'avoir plusieurs namespaces qui travaillent ensemble. Et, et si ça arrive, ça devient assez compliqué d'avoir une gestion des quotas qui ait du sens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est qu'en fait, si vous partagez un cluster entre plusieurs projets, vous voulez pas qu'il y ait un projet qui vampirise les ressources d'un autre. Voilà. Donc grâce à ça, c'est assez simple à faire. Et puis après, le principe de fonctionnement des projets, ça, au niveau des droits, ça ressemble beaucoup à ce qui existe au niveau des namespaces également. Ça utilise des RBAC. RBAC veut dire Role-Based Access, ouais, control, merci. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus ça après. Ça révise la sortie. Ok, donc je vais vous faire une petite démonstration. La première occasion que ça plante, il y en aura 4 en tout, donc on va voir si ça marche. Cette gestion de droits centralisée, cette gestion par projet répond à 2 des critères de mon client. Donc un besoin de gestion des droits et un besoin de gestion centralisée des clusters. Donc j'ai au préalable utilisé Terraform pour provisionner un rancher sur AWS. Ok. Donc là, on voit déjà pour commencer que là, on gère. C'est bon, c'est assez grand. Vous voyez suffisamment, je zoome. C'est bon.
Encore? Allez, on va partir là-dessus. Donc là, on voit qu'il y a deux clusters qui sont gérés par Rancher. Le cluster local, c'est le cluster dans lequel tourne Rancher. Donc c'est un cluster un peu particulier. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais on va ici, vous voyez qu'il y a deux clusters. Je suis connecté en administrateur, c'est pour ça qu'on le voit. J'ai provisionné deux clusters. Donc celui-là tourne sur DigitalOcean. C'est un cloud provider que pas tout le monde connaît, je pense, mais en tout cas, je l'aime bien. Mais voilà, il coûte pas cher et puis il est très simple à utiliser. Et puis j'ai également provisionné un cluster sur AWS. Donc pardon? C'est un peu plus cher, mais ça va, ça va. J'ai été radin au niveau des ressources. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu la partie utilisateur authentification. Donc là, on voit, pour le moment, c'est une instance vide. Donc tout ce que j'ai, c'est un administrateur qui est géré avec un provider local. Et il y a par contre d'autres providers. Donc là, vous voyez, ça supporte Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP, Google, GitHub, Azure AD, Keycloak. Il y en a un bon paquet. C'est assez simple à installer. Juste, je clique et puis je mets les bonnes informations et puis je pourrais m'authentifier avec avec les utilisateurs qui viennent de ces sources-là. Ce qu'il y a également, c'est les rôles. En fait, on va associer des rôles aux utilisateurs. Il y a 3 niveaux de rôles. Donc, les globaux, où ça va être ce qu'on a le droit de faire dans l'interface de Rancher en général. Là, au niveau cluster, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple rajouter des droits particuliers sur un cluster qui est dans Rancher. Et puis là, on va avoir des droits au niveau des namespaces ou des projets. Donc voilà, c'est les 3 niveaux. Si par exemple je vous montre les droits au niveau de celui-là, on va dire pour manage ingress quoi. Là, on va voir que ça donne le droit de manipuler les ressources de type ingress pour tout ça. Donc ceux qui font du cube, normalement ça leur parle, c'est du RBAC mais avec une interface graphique. Ce qui est chouette. Ah oui, chose que j'ai pas dit pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, Kubernetes, c'est une grosse API dans laquelle on va déclarer ce qu'on veut qu'il déploie. Et son travail, ça va être de faire en sorte que ce que vous avez déployé se produise. Voilà. Tant qu'il y a une différence, il va essayer de résoudre cette différence pour arriver à l'état que vous désirez. Donc, c'est pour ça qu'on fait plein de YAML avec Kubernetes. On va juste appliquer des YAML pour que Kubernetes fasse du travail. Et les groupes, ce que ça va être, ça va permettre d'associer des groupes de vos providers avec des rôles. De cette manière, si vous avez un utilisateur qui est dans l'organisation unit administrateur, automatiquement à sa connexion, il aura accès à tout ce qu'il faut sur Rancher. Donc là, voilà, je vous ai parlé un peu de l'interface de ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un utilisateur que je vais appeler Jeanne. Voilà. Son mot de passe, ce sera celui-là. Donc, il y a des permissions globales qui sont collées avec ce que je vous ai montré dans les rôles. Je vais mettre utilisateur standard, je n'ai pas besoin qu'elle soit administratrice. Et en fait, Jeanne, elle est tech lead du projet Lotus. Je vous dis ça pour la suite. Donc là, on va créer Jeanne. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en tant que Jeanne. Donc là, vous voyez, Jeanne, elle n'a pas accès à grand-chose. Normal, je ne lui ai donné aucun droit nulle part. Donc là, elle ne peut pas faire grand-chose. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donner des droits à Jeanne sur ce cluster Kubernetes. Donc là, je viens ici, j'ai plusieurs choses que je peux voir. Je vais aller au niveau du namespace. J'ai créé au préalable un projet, mais qui ne contient pas de namespace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner les droits à Jeanne je vais la rendre propriétaire de ce projet. Et si vous regardez mon projet, je l'ai configuré pour qu'il ait une limite de CPU à 2000
et la limite de mémoire à 2048. Et puis également, j'ai mis des valeurs par défaut pour les conteneurs qui sont créés dans le projet. Voilà, j'enregistre, j'ai save. Et maintenant, si je viens ici, elle a accès au projet Lotus Project. Et vous voyez qu'elle n'a pas accès à autre chose. Elle n'a pas accès à ça, évidemment. Elle n'a pas accès au namespace system. Ok, donc là, en fait, depuis que j'ai créé l'utilisateur Jeanne, il y a son cube config qui a été généré pour moi, et je peux le télécharger sur ma machine et utiliser kubectl. Là, pour la démo, j'ai pas envie de télécharger et copier des trucs, donc je vais utiliser directement le terminal intégré à Rancher. On va faire un petit test. Là, je vais essayer de créer un déploiement. Lotus Web App, Nginx. Et là, patatras, ça ne fonctionne pas. C'est normal, c'était prévu. Parce qu'elle n'est pas... Déjà, il n'y a pas le namespace défaut, elle n'y a pas accès. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, effectivement, elle a aucun namespace dans lequel elle peut déployer l'application. Donc là, en tant que Jeanne, attendez, d'ailleurs, je vais faire une petite modification pour que ce soit un peu compréhensible. Voilà. Donc, Jeanne, elle aime bien le dark mode et l'administrateur, il est en white. Donc, je vais créer un namespace que je vais appeler Lotus. Et là, vous voyez que elle n'a accès que à ces ressources-là. Je vais créer le namespace Lotus. Et là, je sais pas, elle veut créer un namespace tree. Et on voit que maintenant, elle a moins de ressources disponibles. Ici, je peux aller jusqu'à 1500. Par contre, si j'essaie de dépasser, il va pas vouloir. Il sera pas content. Je vais repasser là. Et bien sûr, c'est pas juste une question dans l'interface. Si j'essayais de le faire par l'invite de commande, par kubectl, ça serait tout pareil. On peut pas tricher là-dessus. Promis pour de vrai. Donc, maintenant, je vais refaire mon déploiement. Lotus Web App, Nginx. Et par contre, cette fois, je vais préciser un namespace. Voilà. Super. Maintenant, ça a été créé. Et quand je vous parlais d'une interface un peu sympa pour les utilisateurs, là, j'ai accès, je peux voir ce qui est déployé. Donc là, on voit que mon application est disponible. Je peux changer le nombre de réplicas. Je peux aller voir le détail un peu des pods. Je peux cliquer ici. Là, je peux voir les logs. Je peux aussi exécuter l'échelle et puis rentrer dans le pod. Voilà. Donc là, je vous ai montré qu'on peut assez facilement avoir une gestion des droits qui soit centralisée. C'est ça. Bon, par contre, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien automatiser les choses et ça m'embête de devoir créer mes utilisateurs à la mano. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose, mais en passant par l'invite de commande. Donc là, on voit bien sûr qu'elle a moins d'accès par rapport à l'administrateur. Il y a moins de choses dans le menu. Donc ici, on va venir là, on va repartir dans les utilisateurs. Vous voyez, il y a juste Jeanne. Ok, donc là, je vais rajouter l'utilisateur Bob Ross. Comme vous voyez, c'est juste un kubectl apply que j'ai fait. Je vais vous montrer son contenu, qui n'est pas bien compliqué. Voilà, c'est tout simplement un utilisateur, un principal, un mot de passe qui est crypté. J'espère que vous n'allez pas essayer de vous connecter avec d'ici la fin de la démo. Et voilà, vous avez un nouvel utilisateur qui est apparu par l'invite de commande. Je vais continuer la démo. Donc là, je vous ai montré la gestion des droits et puis quelque chose de centralisé. Bon, là, je vous ai parlé de la gestion des droits, mais il faut bien avoir un cluster dans l'interface pour pouvoir ajouter des droits. Donc, il y a deux façons d'avoir un cluster qui est géré par Rancher.
Soit on peut rattacher un cluster Kubernetes existant. Donc ça va être tout simplement, on passe par l'interface, on dit bonjour, je veux rajouter un cluster. Ça va générer une commande kubectl apply qu'on aura juste besoin de taper et voilà, quelques minutes plus tard, il y aura le cluster qui sera disponible dans Rancher. On peut aussi provisionner des clusters directement depuis Rancher. Et ça, c'est la partie qui intéressait pas mal mon client. Parce que comme on voit, il y a plein de connecteurs, dont vSphere. Donc là, je passe par l'interface de Rancher, je dis je veux créer tel type de cluster et je donne les credentials qui vont bien et puis il va s'occuper de le créer. Euh, il y a également Azure, AWS, GCP, Harvester qui est un concurrent de vSphere que j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais que j'aimerais bien. Et plusieurs autres, il y a des trucs comme Alibaba ou je sais pas, plein d'autres choses. Il y a plein de connecteurs et puis si vous voulez en rajouter, c'est plutôt bien documenté donc c'est faisable. Euh, ok, donc on va continuer. Donc une deuxième petite démo. Donc je vais vous montrer la partie provisioning. Donc ça répond à deux des critères de mon client, donc une gestion centralisée toujours et pouvoir provisionner un cluster sur VMware. Bon, j'ai pas d'hyperviseur VMware sous la main, donc je vais plutôt en déployer un ailleurs, quoi. On va le déployer sur Azure. Désolé de vous décevoir, j'ai pas ça sous la main. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais vous montrer les différents connecteurs qui existent. Donc on peut faire de l'EKS, de l'AKS, du GKE, ou on peut aussi directement faire des clusters Kubernetes en utilisant juste le compute des différents cloud providers. L'avantage de passer par là, c'est que c'est comme c'est un cluster kube géré à 100% par Rancher, on aura un petit peu plus d'options. Je vais vous montrer ça après. Et si, je sais pas si vous avez besoin d'autre chose, il y a d'autres drivers qui sont disponibles. Il y a Alibaba, il y a Baidu, Huawei, Linode, Oracle, Tencent, et puis d'autres que vous pouvez rajouter. Donc ok, on va créer un petit cluster. Je vais créer un cluster sur AKS. Donc, Code West, démo, Rancher. On va mettre comme propriétaire de ce cluster, on va mettre Bob Ross. Il sera propriétaire. Je vais choisir comme location East US2. C'est pas un cours sur Azure, donc je passe assez vite. Ok, je vais activer l'autoscaling, ce qui veut dire qu'en fonction des charges, la charge qu'il y aura sur le cluster, il va provisionner des nœuds ou en enlever. Et je vais choisir une VM qui ne va pas me coûter trop cher. Standard DC2 DC2D, c'est bon, c'est celle-là. Ok. Ok, très bien. Donc là, on voit, ça va se provisionner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien pouvoir automatiser les choses, j'aime bien pouvoir passer par l'invite de commande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va provisionner un cluster aussi en passant par l'invite de commande. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le déploiement peut être décrit dans un déploiement de type Helm. Helm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le standard de facto pour packager et déployer une application sur Kubernetes. Donc, on va aller Helm provisioning, hop. Donc, là, il y a plein de choses qui sont écrites. La partie intéressante, c'est ça. On voit ici qu'on a fait un Helm upgrade, que je le déploie dans le cluster, dans le namespace clusters, que j'appelle Digital Ocean All-in-One, et je vais vous montrer le fichier de valeur que j'ai passé.
Ok. Donc en vrai, il n'y a pas grand-chose de. J'espère que c'est assez lisible quand même, mais c'est gros quand même. Là, je vais peut-être réduire un peu, hein. Ok. Ok, donc les parties intéressantes. On voit que j'ai dit que c'était un cluster de type Digital Ocean. J'ai passé le secret pour pouvoir communiquer avec l'API Digital Ocean. J'ai dit que j'avais un seul node pool qui contient le TCD et le control panel worker. Bon, peu importe si vous, voilà, peu importe si pour ceux qui connaissent pas, mais c'est les composants, c'est les trois composants d'un cluster Kubernetes. Et si on met plusieurs control planes, on le rend hautement disponible, l'image, etc. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, vous voyez ici que on provisionne également un cluster sur Digital Ocean en version 1.23.7. Voilà, je vous ai montré pour les clusters, pour les nouveaux clusters, mais on peut aussi faire des choses sympas avec les clusters qui existent. Comme j'ai provisionné ce cluster cube par Rancher, en utilisant uniquement des EC2, j'ai ça qui est disponible, la partie snapshot. Et ça, c'est bien pratique. Ce que ça va faire, ça, c'est que je vais pouvoir stocker l'état de mon cluster à un moment T, y compris la version de Kubernetes qui s'y trouve. Ce que ça veut dire, c'est que imaginons le cas où je suis en version A, je veux upgrader mon cluster et que j'ai déjà des applications qui tombent dessus. Je vais pouvoir upgrader mon cluster et si ça se passe mal, je vais pouvoir venir ici et faire restore. Je vais pouvoir venir à ma version précédente et revenir avant mes upgrades qui se sont mal passés. Ok, donc là je vous ai montré la partie snapshot. Maintenant je vais vous montrer la partie mise à jour. Comment ça se passe si on veut mettre à jour un cluster Kubernetes géré par Rancher? Eh ben j'y vais. Je vais dans config. J'attends que ça charge. Et, et je fais edit plutôt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la version que je veux cible. 1.23.7. Je save. Je continue. Et voilà, il va faire son travail. Et étant donné que je l'ai mis étant donné que c'est un cluster hautement disponible, avec tout ce qu'il faut au niveau de la redondance, mon cluster reste accessible pendant la mise à jour. Donc j'ai pas de downtime. Enfin, on va laisser le temps que ça se fasse, je vais continuer la démo. Ok, donc là, on a vu comment on peut déployer des clusters Kubernetes, mais aussi l'un des intérêts de Rancher, c'est l'intégration à l'écosystème Kubernetes. L'approche de Rancher, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue et intégrer proprement l'écosystème actuel, quoi. Donc comment ça marche? Il y a trois types de choses qui sont enfin il y a trois manières d'intégrer des choses dans Rancher. Donc il y a les cluster tools qui eux sont des outils qui sont fortement intégrés à Rancher. Ce qui se passe, c'est que quand on installe dans un cluster un des outils qui sont dans les cluster tools, là cette liste-là n'est pas complète, hein, ça va enrichir l'interface de Rancher. Par exemple, si j'installe la stack de monitoring, eh ben je vais avoir un bout d'un encart Grafana avec ce qui se passe. Je vais aussi avoir une partie pour l'alerting Prometheus. Je vais aussi avoir, par exemple, si j'active OPA, donc Open Policy Agent, c'est un outil qui va permettre de faire de la security compliance dans le cluster cube. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, moi, mon pod, les conteneurs qui tournent dans mon cluster, je veux absolument qu'ils viennent de mon registry privé, je veux pas qu'ils viennent de Docker Hub, ce genre de choses. Il y a également CIS Benchmark, qui est un outil qui permet de vérifier que le cluster Kubernetes est configuré correctement. Il y a Istio également, voilà. Il y a également une marketplace qui est disponible, où en fait on va avoir tout un tas d'outils qui sont pas intégrés aussi fortement à Rancher, mais par contre l'installation est avec un petit wizard, etc. Et on peut aussi rajouter notre propre marketplace. Et ce qui est plutôt sympa dans tout ça, c'est que ces installations, ça se fait à travers des charts Helm. En fait, si vous avez un chart Helm, vous pouvez directement l'intégrer dans Rancher.
Et si vous voulez avoir quelque chose de sympa au niveau de l'interface avec un wizard, etc., tout ce qu'il y a à faire, c'est rajouter un fichier qui s'appelle question.yaml, dans lequel vous allez décrire les valeurs, leur description, et il va générer une interface pour ça. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire une démo. Ça, c'est pour pallier la maturité faible des équipes sur Kubernetes. Vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire assez rapidement. Donc, là, on voit qu'il y a la mise à jour qui est encore en cours. Là, ici, c'est normal que ça plantouille parce que je l'ai pas fait hautement disponible. Et par contre, on voit que le cluster Azure est disponible maintenant. Bon, je vais aller sur mon cluster qui est en train d'être mis à jour. Non, c'est pas celui-là, pardon. Celui-là. Et on va installer des cluster tools. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Longhorn qui est une solution pour faire du... bon, il y a un truc désagréable. Ça, c'est de mieux en mieux, mais il y a un truc qui est désagréable quand on fait des conteneurs et des architectures distribuées, c'est le stockage, quoi. C'est la persistance. Ça, c'est toujours un sujet un peu touchy. Donc, Longhorn, c'est une solution qui permet d'avoir du stockage distribué. Mais je vais pas partir là-dessus parce que bon, là, ça va dépasser l'heure. Donc là, je vais installer New Vector. Donc là, je clique sur Install, je choisis la version, je vais l'installer dans le projet système, Next, et là on voit une jolie petite interface où je vais pouvoir définir les valeurs de mon installation. D'ailleurs, c'est un chart Helm. Donc au lieu de devoir prendre le values.yaml et regarder la doc à côté, on a tout ça qui est là avec des jolies petites descriptions, etc. Moi, il y a une petite valeur que je dois changer, c'est je dois mettre ça, parce que c'est mon runtime. J'installe. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir. Donc là, on voit tout ce que ça fait, c'est juste un Helm upgrade, quoi. Donc ça veut dire que donc là, on est passé par l'interface web, mais si vous voulez aussi faire par votre avis de commande, l'intégration d'Oranger sera tout aussi propre. Donc là, pendant que l'installation se fait, je vais installer autre chose. Je vais installer la stack de monitoring, tiens. Toujours dans le projet système. Je change pas la valeur par défaut. Ok, donc le temps que l'installation se fait, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut intégrer ses propres repositories. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a disponible, là aussi bien les cluster tools que les charts qui se trouvent là, donc qui est un peu la marketplace dont je vous ai parlé. Tout ça, ça vient de ça. Et ça, c'est juste des charts, c'est juste des repos Helm. Donc pour le prouver, ce que je vais faire, c'est que je vais le cloner et vous montrer ce qu'il y a dedans. Code West. Hop. J'ai oublié de le cloner d'avance. Il va falloir attendre. Ils ont déjà ça. Ok, donc si je vais dans les chats, voilà, donc là, normalement, cette arborescence parle à ceux qui ont déjà fait du Helm. Donc là, je vais aller dans New Vector, je vais dans la version, et là, on a un chart.yaml, on a un values, et on a un question.yaml. Et c'est ça qui a fait qu'on ait une jolie interface. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, il y a rien de très compliqué. Donc voilà, juste ça montre pour la valeur, pour la variable registry, la description c'est ça. Ah, faut que je zoome. Comment on fait ça? Contrôle plus. Yes, parfait, merci. Donc voilà, on voit les différentes valeurs.
On voit une description, les valeurs par défaut, etc. Donc, ce fichier a été lu par l'interface de Rancher, et c'est grâce à ça que vous avez une interface agréable pour faire un Helm install. Ok, normalement j'ai meublé assez de temps, les installations sont finies. Euh, on va vérifier ça. Ok, l'installation de New Vector est finie et l'installation de la stack de monitoring également. Donc là, vous voyez, maintenant, il y a New Vector qui est arrivé dans l'interface. Bon, l'intégration, c'est tout nouveau l'intégration dans New Vector, donc c'est pour ça que je dis que ça enrichit l'interface. Là, c'est pas très impressionnant, mais pour la partie monitoring, c'est un peu mieux. Donc là, juste parce que j'ai cliqué, je lis très vite, je lis très très vite. Comme tout le monde. Ouais, je vais vous montrer. Donc en fait, ça va permettre de vérifier la sécurité de votre cluster. Ça fait plein de choses. Ça peut forcer des policies, ça peut faire des choses également au niveau de ce qui peut rentrer dans le cluster, etc. Là, je vais me concentrer juste sur un élément qui est ici, pardon, container. Je vais aller sur les containers. Donc là, on voit tous les containers qui tournent dans mon cluster. Je vais activer l'autoscan. Et là, dans quelques secondes, on va pouvoir voir ce qu'il y trouve. Par exemple, ici, on voit que ce conteneur, il a des failles. Ici, je peux voir les CVE associés. Et donc tout ça, ça peut aussi se connecter avec. Il y a des choses à faire au niveau des registries pour empêcher qu'on puisse pouler des images qui soient pas sécurisées, etc. Voilà, je suis encore en train de découvrir aussi New Vector, donc je vais pas m'étendre plus que ça, je vais dire des bêtises. Donc ça, c'est la partie New Vector. Maintenant que j'ai installé la stack de monitoring, également, ce que ça a rajouté, c'est que maintenant, on a ça. Ça, c'est du Grafana. Juste parce que j'ai cliqué, quoi. Donc moi, je trouve ça chouette. Et il y a aussi des métriques TCD. Il y a également des métriques au niveau du cluster cube. Et je peux directement aller sur Grafana depuis là. Et puis, j'ai un Grafana de configuré, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Deux clics. Voilà. Voilà, donc voilà, donc là je vous ai montré, on a vu qu'on pouvait pouvait provisionner des clusters, on peut gérer ses droits de manière centralisée, on peut le connecter à plein de connecteurs différents pour provisionner, également pour l'authentification. Il y a un autre composant moi je trouve pas mal chouette dans Rancher, c'est Fleet. En fait, Fleet, Fleet, ça va permettre de faire du GitOps. Donc déjà GitOps, pour ceux qui savent pas ce que c'est un ensemble de pratiques qui ont pour but de faire devenir Git comme la seule source de vérité des applications et d'infrastructures qui est déployée. C'est-à-dire que tout va être dans Git et on sait que si c'est dans Git, ça veut dire que c'est la vérité, quoi. Donc si je décris trois clusters cubes dans mon Git et que je le pousse, et ben je m'attends à que ce soit vrai. Et si j'ai mis un chart Helm dans mon repo Git, et je m'attends à qu'il le déploie vraiment et que ce soit la réalité. C'est ça le travail c'est ça du GitOps. Et donc, le fait de rattacher un cluster Kubernetes dans Rancher, ça va automatiquement installer Fleet dedans. Et ce qui va se passer du coup, c'est que on va pouvoir, voilà, c'est juste tout ce qu'il y a à faire, c'est juste installer Rancher et à partir de là, on peut faire du GitOps. Ça sera peut-être, enfin, Fleet est, je trouve, moins mature que d'autres outils. On va pas aller aussi loin que du Flux ou du Argo et tout ça, mais on peut faire déjà pas mal de choses et puis rien ne vous empêche d'utiliser Fleet pour installer Argo si vous voulez. C'est pas interdit. En tout cas, vous allez voir, je fais un petit démo de ce que je veux dire. Et donc là, donc c'est mon schéma le plus compliqué. Je m'excuse s'il n'est pas lisible. J'espère que vous allez comprendre à peu près quand même. Donc la démo, ce qu'on va faire, c'est que on va configurer Fleet pour qu'il surveille deux repos Git que j'ai créés au préalable. Il va voir qu'il y a ces repos, que ça n'existe pas dans les clusters, et il va déployer ça dans les différents clusters cibles. Donc tout ce qui se trouve là va être automatiquement déployé dans tous les clusters qui sont disponibles dans Rancher. Après, bien sûr, on peut mettre il y a des notions de sélecteurs, etc. pour ne sélectionner que certains clusters. Si on veut, par exemple, déployer des choses que sur les clusters de dev et pas de prod et tout ça. Mais là, on a fait un cas simple, on déploie partout.
Une fois que ça s'est déployé, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai déployé External DNS, ce qui n'est pas du tout un outil de rancher, c'est un projet à part. Ce qui va se passer, c'est que External DNS va surveiller les différents ingress qui se trouvent dans les clusters. Et comme Rick Astley déploie son ingress, ça va automatiquement mettre à jour les DNS d'OVH au déploiement de l'application, et on va pouvoir avoir notre application qui est déployée sur ces différents clusters. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration de ça. Et ce que ça va mettre en avant, c'est pour avoir une gestion centralisée des clusters. Étant donné que c'est par des repos Git, eh ben, on peut soit décrire des droits dans Git, ou on peut aussi, en fonction de qui a le droit de pousser, gérer qui a le droit de faire quoi. Ok, donc une petite démo. Alors, je vais partir dans Continuous Delivery. Donc c'est la partie Fleet. On va rajouter le premier repo. Je vais commencer par ce repo là. Donc là, là-dedans, c'est tous les outils que je veux installer sur l'ensemble des clusters qui sont gérés par Rancher. C'est assez gros ou non, ça va? Pas plus. Ça va. De toute façon, c'est juste un repo Git. Hein. Si vous voyez pas le nom du repo, c'est pas grave. C'est sur ma branche main. L'authentification, je la rajoute. Internal. Ok. On rajoute ça. Je veux le déployer sur l'ensemble des clusters. J'ai pas besoin d'authentification Helm. Hop, c'est parti, je rajoute. Je suis toujours sur Rancher, ouais, pardon. J'ai peut-être été un peu vite. Ouais, je suis toujours sur Rancher, ouais. Sur la partie Git repo. La partie Fleet, pardon. Donc là, j'ai rajouté cette partie-là. Là-dedans, il y a External DNS. Je vais vous montrer un peu plus en détail après. Et là, je vais également mettre mon application. Donc, voilà, toujours sur la branche main. Si j'arrive à écrire, ouais, c'est bon. Authentification, la même chose que tout à l'heure. Je crée. Et voilà, on voit que External DNS a été déployé. Il y a mon application Rick Astley. Et on peut voir maintenant, si je vais par exemple sur mon cluster Azure, que j'ai provisionné tout à l'heure, on peut voir les workloads et on peut voir qu'il y a External DNS qui a été déployé et l'application Rick Astley. On a également un ingress qui a été déployé. Et si vous voyez, le ingress ici, il a comme nom le cluster dans lequel il est déployé. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça en vous montrant le détail du repo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'intérieur de cette application-là. Donc, attendez, je sais plus comment on y va. Ok, c'est bon, ici. Donc là, ce repo, vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a juste un dossier qui contient un chart Helm, plus un petit fichier qui s'appelle fleet.yaml, qui décrit comment est-ce que je veux déployer ce chart Helm. Ok, merci. Qui va juste décrire comment est-ce que je veux déployer mon chart Helm. Je décris le namespace dans lequel je veux que ça se déploie. Et ça, c'est les valeurs que je veux rajouter en plus des valeurs par défaut. Ici, je dis que je veux déployer sur un nom de domaine qui finit par manuelpilot.com. Et le host préfixe, ça c'est un truc un peu, c'est une valeur un peu magique dans Fleet. Il y a certaines valeurs où en fait ça va être remplacé par la valeur du nom du cluster. Donc grâce à ça, je vais pouvoir avoir un déploiement différent en fonction du cluster cible. Et c'est pour ça que j'ai déployé plusieurs fois la même application, mais le ingress qui y est différent. Par exemple, si je vais sur DigitalOcean All-in-One, qui d'ailleurs, vous voyez, l'installation s'est faite et la version de Kubernetes a changé. On vient là, et on voit ici maintenant qu'il y a ce DNS là. Donc si tout s'est bien passé, et si j'ai laissé assez de temps à External DNS de faire son travail, normalement ici, voilà, ça a déployé mon application, donc sur DigitalOcean. Si je
Non, j'ai pas eu le temps. C'était une feature trop complexe à mettre en place. Euh, donc, si je vais ici, si par exemple je vais également sur le cluster AWS, que je vais dans les ingress, ah pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. Si je viens ici, est-ce que je vais être victime d'un effet démo? C'est possible. Moving on. Euh, si je vais par exemple sur celui-là, le cluster, ingress, hop. Donc voilà, vous voyez, j'ai deux. Ah non, merde, je suis parti deux fois sur le même, évidemment, c'est pas très intéressant. Euh, donc, iLavailability, voilà. Donc voilà, vous voyez là en quelques clics, j'ai rajouté deux repos, j'ai déployé une application, j'ai déployé un outil, un composant technique. Donc voilà, au niveau de la gestion centralisée des clusters, je pense que ça marche pas trop mal. Donc voilà ce qu'on a, pour récapituler un peu ce qu'on a vu. On a vu de la gestion des droits, on a vu ce que c'est un projet dans Rancher, on a vu le provisioning, on a vu aussi un peu de GitOps. Et voilà qui conclut ma présentation. Si vous avez des questions, je vous écoute. Moi, j'ai une question. Ouais, Est-ce que la notion de projet, oui. c'est spécifique à un cluster, un projet n'appartient qu'à un cluster, ou ça peut être des namespaces sur plusieurs clusters? Non, c'est un projet appartient à un cluster. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est possible de provisionner de l'OpenShift ou de Alors, tu pourras pas provisionner de l'OpenShift, mais tu pourras rattacher un cluster OpenShift à Rancher. Après, il y a des éléments qui vont se recouper entre OpenShift et Rancher, mais enfin, je sais pas si c'est trop ressorti dans la présentation, mais Rancher c'est vraiment pas quelque chose d'intrusif quoi. Il va toujours faire en sorte d'avoir le moins d'adhérence possible avec votre cluster. Donc, tu peux très bien rattacher un OpenShift, il y a pas de problème. Justement, là, avec OpenShift, tu as l'ensemble des fonctionnalités. C'est facile de passer de l'un à l'autre ou il y a quand même un coup. Mon, mon avis, enfin, c'est mon avis enfin, c'est comme ça que OpenShift se présente aussi, c'est, comment ça se dit en français? Opinionated. Ouais. C'est, de quoi? Dogmatique. Ouais, c'est ça. Il a un avis sur comment est-ce que tu dois faire du Kubernetes. Et, euh, et donc, si tu utilises ces concepts qui sont propres à OpenShift, par exemple, il y a un truc dans OpenShift qui s'appelle Source to Image, où tu vas dire, tu vas passer un repo Git et c'est lui qui va s'occuper de construire l'image Docker et la déployer. Ouais. Ça, c'est un concept qui n'existe pas directement dans un cluster cube. Ouais. Mais par contre, si tu n'utilises pas ça, il y a pas de problème. Si tu utilises juste du cube et tu veux juste OpenShift pour un peu d'interface graphique et d'administration de droit, ça marche. Mais ça peut être coûteux si tu utilises des choses très OpenShift. Ouais. Tandis que Rancher, son approche, c'est plus de rester vraiment dans le standard et les petits apports qu'il a sont faits de manière à que tu t'aies pas une adhérence forte, quoi. Parce que moi, en tant que développeur, par exemple, si tu veux, j'ai mon GitLab CI. Oui. Je positionne mes variables et derrière, tu as les scripts AutoDevops qui se développent. Oui. Derrière, c'est OpenShift. Ouais. Est-ce que là, j'ai vu que du coup, tu peux déployer tes dépôts Git pour décrire comment tu veux déployer ton dépôt? Oui. Est-ce que c'est aussi simple que ce que j'ai énoncé avant, ou il y a quand même un effort du développeur pour rentrer dans la philosophie cube, du coup, pas Rancher là-dessus? Bah, tu vas devoir faire toi-même tes chartes Helm. Ouais. Mais après, c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout. Après, je, je pense que pour déployer une appli, il faudrait un peu creuser, mais pour déployer une appli parce que le problème, en fait, c'est que comme quand tu passes dans un mode poulet plutôt que poussé, il faut que tu penses aussi à tout ce qui est remontée d'erreurs, si le déploiement se passe mal, etc. Ouais. Et pour moi, Fleet n'est pas encore, pour être honnête, il n'est pas encore aussi mature que d'autres outils pour ça.
Mais par contre, si tu veux créer un cluster et automatiquement déployer un ensemble d'outillages que tu veux commun, appliquer des règles de sécurité communes et tout ça, Fleet fait très bien le café, quoi. Tu provisionnes ton cluster et puis il va être automatiquement configuré comme tu veux. Ouais, c'est vrai, c'est plus ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Non, je vois pas. Ok, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la place à Thomas, qui va nous parler des tests dans Terraform.